J'ai tué mon mari d'un seul mot, prononcé par la bouche de notre fille. Ce n'était pas un couteau, ni un poison lent, mais une vérité nue, forgée dans les abysses de la trahison, qui l'a foudroyé sur place. Et pendant que son corps s'effondrait, j'ai souri pour la première fois depuis 10 ans, savourant le goût amer de la vengeance qui enfin me libérait. Dans les rues pavées de Marseille, où le Mistral fouette les cicatrices invisibles des âmes brisées, j'ai attendu ce retour comme un prédateur attend sa proie. Il croyait pouvoir réécrire l'histoire, effacer les nuits solitaires où je berçais notre fille en lui murmurant que les monstres finissent toujours par rentrer chez eux. Mais les monstres ne rentrent pas, ils trébuchent sur leurs propres mensonges. Et maintenant, alors que la police sonne à ma porte, je sais que ma victoire n'est pas dans le silence qu'il a laissé derrière lui, mais dans le hurlement intérieur qui m'a reconstruite, pierre par pierre, sur les ruines de notre amour perdu. Je m'appelle Élise Moreau, et si Marseille est une ville de passion volcanique, la mienne a couvé sous la cendre pendant une décennie entière. C'était un soir d'été 2015, l'air chargé d'odeurs de thym et de sel marin, quand Antoine a franchi le seuil de notre appartement du Panier pour la dernière fois. Il portait cette chemise bleu clair que j'avais repassée le matin même, celle qui soulignait la courbe arrogante de ses épaules. « Élise, je ne peux plus », a-t-il dit, ses yeux fuyant les miens comme un voleur évite la lumière. Derrière lui, dans l'ombre du couloir, se tenait Claire, sa maîtresse, une rousse aux lèvres trop rouges, professeure d'anglais au lycée du coin, avec ce sourire de femme qui sait qu'elle a gagné sans combattre. J'ai senti le monde se fissurer sous mes pieds, comme les quais du vieux port sous les vagues traîtresses. Notre fille, Léa, avait 7 ans. Elle jouait dans sa chambre avec ses poupées, ignorant que le père qu'elle adorait, celui qui lui racontait des histoires de marins corsaires, s'apprêtait à l'abandonner pour une vie plus authentique. « Papa reste avec maman, hein » m'avait-elle demandé le matin même, ses boucles brunes collées par la sueur de la sieste. J'avais ri, serrant son petit corps contre le mien, inhalant son odeur de savon à la lavande. À cet instant, je n'aurais jamais imaginé que les mots d'un homme pourraient creuser un vide aussi béant. Antoine n'a pas pleuré. Il n'a même pas embrassé Léa. Il a juste laissé une lettre sur la table de la cuisine, 4 pages maladroites où il se décrivait comme un homme étouffé par la routine, par mon amour qu'il qualifiait de chaîne dorée. Claire me redonne vie, écrivait-il. Vie. J'ai froissé le papier dans mon poing, les ongles s'enfonçant dans ma paume jusqu'au sang. Ce soir-là, seul avec Léa qui pleurait en appelant son père, j'ai juré sur les saints provençaux que je ne le laisserais pas s'en tirer à si bon compte. Mais la vengeance, comme le pastis, se prépare lentement, goutte à goutte, jusqu'à ce qu'elle embrasse tout. Les premiers mois ont été un enfer de formalités administratives et de nuits blanches. Marseille, avec ses marchés bruyants et ses ruelles labyrinthiques, est une ville qui avale les secrets, mais pas les cœurs brisés. J'ai vendu des bijoux pour payer l'avocat, un type bourru du centre-ville qui m'a conseillé de laisser couler, « Madame, les hommes comme lui reviennent toujours. » Il avait tort. Antoine a divorcé en un clin d'œil, épousant Claire à Aix-en-Provence, dans une petite chapelle entourée d'oliviers. J'ai vu les photos sur Facebook, lui en costume impeccable, elle en robe ivoire, riant comme si le monde leur appartenait. Léa, alors 8 ans, a déchiré l'écran de sa tablette en hurlant « C'est pas ma maman ». J'ai tenu sa main tremblante, lui promettant que les méchants finissent seuls. Mais intérieurement, une graine noire germait, je voulais qu'il paie, non pas avec de l'argent, il m'en envoyait juste assez pour ne pas avoir de remords, mais avec sa propre âme. J'ai repris mon travail comme infirmière à l'hôpital de la Conception, soignant des corps fracassés par la vie, accidents de moto sur la corniche, overdose dans les quartiers nord, vieillards solitaires murmurant des regrets sur leur lit de mort. Chaque piqûre, chaque pansement, était une leçon. La douleur se gère, elle se canalise. La nuit, quand Léa dormait, je lisais des livres sur la psychologie Freud, Lacan, des essais sur la trahison conjugale. J'apprenais que l'abandon n'est pas un acte isolé, c'est une maladie chronique de l'ego. Antoine n'était pas un monstre, il était faible, un homme qui fuyait ses ombres en se réfugiant dans les bras d'une autre. Mais la faiblesse, Élise, peut être exploitée. J'ai commencé à noter dans un carnet noir ses habitudes, ses faiblesses. Il détestait les confrontations, il craignait le scandale social. Parfait. Léa grandissait, une gamine farouche aux yeux verts comme les miens, avec une intelligence qui coupait comme un cran de sûreté. À l'école, elle excellait en littérature, dévorant Zola et Camus comme d'autres mâchent des bonbons. « Maman, pourquoi les hommes fuient-ils » m'a-t-elle demandé un jour, à 9 ans, en feuilletant L'Étranger. J'ai hésité, puis j'ai répondu « Parce qu'ils ont peur de se voir tels qu'ils sont, ma chérie. » Mais un jour,
la mer les ramènera sur le rivage. Elle a hoché la tête, grave, et j'ai vu en elle un miroir de ma propre rage contenue. Je ne lui mentais pas sur Antoine, je lui disais la vérité édulcorée, papa est parti pour être heureux, mais il nous aime encore. Mensonge pieux. En réalité, je la préparais, sans le savoir, à être mon arme la plus affûtée. Les années ont passé comme les trains du TGV filant vers Paris, rapides, impersonnels. J'ai rencontré des hommes, un pêcheur divorcé, un professeur d'histoire un peu trop idéaliste, mais aucun n'a franchi la porte de mon cœur barricadé. Marseille m'offrait ses consolations, les calanques turquoises où je nageais nu pour sentir l'eau effacer les stigmates, les bouillabaisse fumantes partagées avec des amis qui hochaient la tête en silence, comprenant sans juger. Les Provençaux pardonnent, Élise, mais n'oublie jamais, me disait ma voisine, une vieille gitane aux boucles d'oreilles en corail. Elle avait raison. Ma mémoire était un piège à loup, tendu et patient. À 38 ans, je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain, sous la lumière crue des néons. Mon corps, marqué par les grossesses et les insomnies, n'était plus celui qu'Antoine avait désiré avidement lors de nos nuits folles à la faculté de lettres. Mais mes yeux brûlaient d'une flamme nouvelle, la certitude que le temps n'efface pas, il affine. J'ai touché la cicatrice sur mon ventre, vestige de l'accouchement de Léa, et j'ai murmuré, « Pour toi, ma fille. Pour nous. » C'est alors que le destin, ce farceur méditerranéen, a frappé à la porte. C'était un mardi de printemps 2025. Léa avait 17 ans, une adolescente aux courbes naissantes et à l'esprit acéré comme une lame de couteau la guiole. Elle rentrait du lycée avec un sourire inhabituel, tenant une enveloppe froissée. « Maman, il veut nous voir. »« Papa. » Mon cœur a bondi, non pas de joie, mais d'une excitation froide, comme un chasseur entendant le craquement d'une branche sous le pas de la proie. Antoine revenait. Après 10 ans de silence radio, de cartes postales laconiques pour les anniversaires de Léa, il osait réapparaître. La lettre était polie, formelle, j'ai beaucoup réfléchi. Claire et moi. C'est fini. J'aimerais dîner avec vous, au Petit Nice, vendredi soir. Pour Léa. Pas un mot pour moi. Typique. J'ai plié la lettre, la rangeant dans mon carnet noir. Vendredi. Le Petit Nice, ce restaurant étoilé surplombant la mer, où nous avions fêté notre 5e anniversaire de mariage. Ironie divine. J'ai regardé Léa, ses yeux interrogateurs. « Tu veux y aller, ma puce ?» Elle a haussé les épaules, feignant l'indifférence. « Pourquoi pas ? Pour voir s'il a des rides. » Nous avons ri, mais sous le rire, une tempête couvait. Je n'ai rien dit de mes plans. La vengeance n'est pas un secret partagé, c'est un poison qu'on administre seul. Les jours suivants ont été une danse lente de préparation. J'ai choisi ma robe une noire ajustée, héritage d'une sœur défunte, qui soulignait mes hanches comme une accusation muette. J'ai fait une manucure, vernis rouge sang, et j'ai répété devant le miroir les phrases anodines qui masqueraient mon fiel. Léa, elle, a fouillé les archives familiales, sortant des photos jaunies, des lettres d'amour que j'avais gardées par masochisme. « Il t'a brisé, maman ?» a-t-elle dit un soir, en me voyant fixer le vide. « Non, ma chérie. Il m'a forgé. » C'était la vérité. 10 ans d'absence avaient poli ma rage en une arme invisible. Vendredi est arrivé, le soleil couchant peignant la baie en or liquide. Nous sommes arrivés au Petit Nice en avance, les rembaumants l'iode et les herbes de Provence. Antoine était déjà là, attablé face à la mer, vieilli mais toujours séduisant, cheveux grisonnants, costume sur mesure, un verre de rosé à la main. Il s'est levé, embrassant Léa avec une maladresse touchante. « Ma grande » a-t-il murmuré. Puis ses yeux ont croisé les miens. « Élise. » Pas de « ma chérie », pas de regret évident. Juste mon nom, comme un constat froid. Le dîner a commencé par des banalités, le lycée de Léa, mon travail à l'hôpital, sa carrière en consulting à Paris où il avait monté une boîte avec Claire, qui s'était effondrée quand elle l'avait quitté pour un collègue plus jeune. Les cycles de la vie, a-t-il dit avec un sourire forcé, comme si la trahison était une leçon philosophique. J'ai hoché la tête, sirotant mon vin, observant la sueur perler sur sa tempe. Léa, silencieuse, picorait son loup de mer, ses yeux passant de l'un à l'autre comme un juge impartial. Puis, au dessert une tarte aux figues confites, il a lâché la bombe. J'aimerais revenir, Élise. Pour de bon. Léa a besoin de son père, et toi. Nous pourrions recommencer. Ces mots ont flotté dans l'air salin, absurdes,
comme un navire échoué sur une plage de galets. Recommencer? J'ai senti une nausée monter, pas de colère, mais d'un dégoût pur, viscéral. Léa a levé les yeux, son visage impassible. Papa, avant de parler de recommencer, dis-moi, pourquoi t'es parti? Vraiment. Antoine a hésité, cherchant ses mots comme un noyé saboué. C'était une erreur de jeunesse, ma puce. J'étais perdu. Léa a secoué la tête, lentement. Non, papa. Tu n'étais pas perdu. Tu as choisi. Et maintenant, tu veux qu'on oublie. Sa voix, si jeune et pourtant si tranchante, a coupé le silence comme un fil de pêche tendu à rompre. J'ai retenu mon souffle. C'était le moment. Pas encore le mien, mais le sien ou plutôt, le nôtre. Il a tendu la main vers elle, suppliant. Léa, je t'en prie. Papa est désolé. Elle a retiré sa main, et dans ses yeux, j'ai vu le reflet de ma propre douleur, multiplié par 10. Désolé? Tu sais ce que tu as fait à maman? Les nuits où elle pleurait en cachette, pensant que je dormais? Les anniversaires où elle souriait pour moi, en se maudissant de t'avoir aimé. Chaque mot était une flèche empoisonnée, tirée avec la précision d'une archère. Antoine blêmissait, son verre tremblant dans sa main. Et moi, papa? Tu m'as laissé avec des mensonges. Papa reviendra vite. Mais tu n'es jamais revenu. Tu as construit une nouvelle famille, avec elle, pendant que la nôtre pourrissait. Les autres dîneurs tournaient la tête, discrets mais curieux. Marseille adore les drames familiaux, comme un opéra bouffe. Antoine a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Léa s'est levée, sa chaise raclant le sol comme un cri étouffé. Les mots de ta fille te laissent sans voix, hein? C'est bien. Parce que les miens, ils valent tous les tiens. Elle est sortie, moi sur ses talons, laissant Antoine figé, le visage cendreux sous les lumières tamisées. Dehors, l'air frais du soir nous a enveloppés comme un manteau bienveillant. Léa a éclaté en sanglots, et je l'ai serrée contre moi, murmurant, « Tu as été parfaite, ma guerrière. » Mais intérieurement, je triomphais. Ce n'était que le début. La vraie vengeance, la mienne, attendait encore dans l'ombre. Les jours suivants ont été un tourbillon de silence pesant et de regards complices entre Léa et moi. Marseille, avec ses cloches carillonnant aux matines et ses vendeurs de calissons criant leurs offres, continuait son ballet imperturbable, ignorant nos victoires intimes. Antoine n'avait pas rappelé ou du moins, pas encore. J'imaginais son appartement parisien, ses lofts impersonnels du Marais où il s'était exilé, résonnant de l'écho de ses mots lancés comme des grenades. Léa avait touché une corde sensible, non pas le regret paternel, mais la vanité masculine, cette fragile tour de cartes qu'un souffle peut abattre. Je n'ai pas cherché à le contacter. Au contraire, j'ai plongé plus profond dans mon carnet noir, y ajoutant des notes sur ses vulnérabilités récentes. Grâce à un ami hacker, un collègue de l'hôpital, ancien de la marine, qui trafiquait des données pour arrondir ses fins de mois, j'ai appris les détails croustillants, la faillite de sa boîte, les dettes accumulées, le départ de Claire pour un amant plus stable. Antoine, l'homme invincible, n'était plus qu'un fantôme endetté, quémandant un pardon qu'il ne méritait pas. Il appelle des créanciers tous les soirs, m'a dit mon informateur, un sourire en coin. Et il boit. Beaucoup. Cette nouvelle m'a empli d'une joie perverse, comme le premier rayon de soleil après une tempête. À l'hôpital, en changeant les perfusions des patients comateux, je me surprenais à murmurer, « Tu sens ça, Antoine? Le poison qui coule dans tes veines ?» Ce n'était pas de la folie, c'était de la catharsis, une purge lente des toxines qu'il avait injectées en moi 10 ans plus tôt. Léa, sentant mon humeur exaltée, me posait des questions durant nos dîners frugaux aux soupes de poisson, salade de rouget. « Maman, tu vas lui pardonner ?» Je secouais la tête, versant le vin avec une générosité nouvelle. Non, ma puce. Le pardon est pour les faibles. Nous choisissons la justice. Justice. Le mot résonnait comme un glas dans les églises romanes du quartier. J'ai commencé à tisser ma toile, fil par fil. D'abord, j'ai contacté l'avocat du divorce, un certain maître Duval, un Provençal au verbe et à la moustache cirée. Madame Moreau, après 10 ans, vous pourriez réclamer une révision de pension. Il gagne encore bien, malgré ses déboires. J'ai accepté, non pour l'argent, j'en avais assez pour survivre, mais pour le planter un peu plus dans le sol fertile de l'humiliation. Les papiers sont partis par courrier recommandé, atterrissant sur son bureau comme une sentence de cour d'assises. Puis,
Il y a eu les appels de Léa. Elle avait bloqué son numéro, mais il insistait via des mails larmoyants, « Ma fille chérie, parlons. Je t'aime. » Elle me les lisait à voix haute, riant aux éclats de leur pathos évident. « Regarde, maman, ton père est brisé. » Brisé? Il ne sait pas ce que c'est. Un soir, après un cours de théâtre, Léa excellait dans les rôles de tragédienne, hurlant des monologues de Racine avec une fureur juvénile. Elle m'a avoué, « Je veux le voir ramper. Pour toi. » Ces mots m'ont transpercé, un mélange de fierté maternelle et de culpabilité sournoise. Était-ce juste de l'impliquer ainsi? Mais la trahison n'est pas un crime solitaire, elle empoisonne les lignées. Ma propre introspection a pris une tournure plus sombre. Je me surprenais à rêver d'Antoine, non pas des souvenirs tendres de nos débuts ou ses promenades main dans la main le long de la Canebière, riant des caricaturistes de rue, mais des visions cauchemardesques où je le nouillais dans le port, ces bulles remontant comme des regrets avortés. Réveillé en sueur, je consultais mon psy, un vieil Algérien nommé Karim, qui fumait des gauloises dans son cabinet exigu du cours Julien. « Élise, la vengeance est un feu qui consume le vengeur autant que la victime, » me disait-il, ses yeux plissés comme des olives noires. « Mais si elle te libère ?» Je hochais la tête, sachant qu'il avait raison, mais incapable d'arrêter. La psychologie, après tout, n'est pas une science exacte, c'est un miroir déformant où l'on voit ce qu'on veut. Un mois après le dîner, il a craqué. Un appel à 22h, sa voix pâteuse d'alcool et de désespoir. « Élise, s'il te plaît. Laisse-moi voir Léa. » Seul. J'ai laissé le téléphone sonner, observant la Méditerranée depuis mon balcon, ses vagues phosphorescentes comme des serpents endormis. Puis j'ai répondu, d'une voix suave, « Pourquoi, Antoine ? Pour lui dire que tu regrettes ?» Il a bafouillé, « Oui. Et pour toi ? » Je me suis trompé. Claire n'était rien comparé à nous. Rien. Le mot m'a fait rire, un rire sec, comme des feuilles mortes sous le Mistral. Rien. Elle a été tout pour toi pendant 10 ans. Et nous étions. Quoi? Un chapitre fermé? Il a pleuré au téléphone, des sanglots d'homme adulte qui sonnaient faux, comme un acteur raté dans un mélodrame de boulevard. Je veux réparer. Réparer. J'ai imaginé son cœur comme un vase brisé, et moi tenant le marteau. D'accord, ai-je dit enfin. Mais pas seul. Avec moi. Chez nous, à Marseille. Dimanche prochain. Il a accepté, reconnaissant, ignorant qu'il marchait droit dans le piège. Le dimanche, l'appartement embaumait la daube provençale, ce ragoût mijoté avec amour ou avec haine, c'est selon. Léa avait revêtu sa plus belle robe, une chose fluide en lin blanc, mais ses yeux brillaient d'une lueur prédatrice. Quand la sonnette a retenti, j'ai ouvert la porte sur un Antoine défait, barbe de 3 jours, chemise froissée, un bouquet de mimosas fané à la main. « Élise, » a-t-il commencé, mais je l'ai fait taire d'un geste. « Entre. Léa t'attend. » Le repas a été une comédie d'ombre. Il complimentait la cuisine, racontait des anecdotes sur Paris et les bistrots de Montmartre, les expositions au Louvre, mais ses yeux fuyaient, cherchant l'absolution dans nos assiettes. Léa, silencieuse au début, l'a bombardée de questions, « Et Claire ? Elle te manque ?» Il a rougi, avalant une gorgée de vin. C'était une erreur. Comme tout. Erreur. Le mot revenait comme un leitmotiv, éculé, pathétique. J'ai observé ses mains tremblantes, ces mêmes mains qui m'avaient caressé jadis, et j'ai senti une vague de dégoût me submerger. Puis Léa a sorti son atout. « Papa, tu sais ce que maman a fait pendant que tu t'amusais ? Elle a élevé une fille qui te hait autant qu'elle t'aime. » Il a pâli. Léa, non. Mais elle a continué, implacable, et moi, j'ai appris à vivre sans toi. Mais toi ? Tu vis avec quoi ? Des regrets. Les mots ont fusé, chargés de la douleur accumulée, et Antoine s'est effondré, la tête dans les mains. « Pardonnez-moi » a-t-il murmuré. « Pardon. » Le mot flottait, inutile comme une bouée percée. Ce soir-là, après son départ titubant dans la nuit marseillaise, Léa et moi avons dansé dans la cuisine, un slow improvisé sur une chanson de Piaf. On l'a eu, maman. Oui, mais ce n'était pas fini. La vraie frappe, la mienne, couvait encore, nourrie par 10 ans de silence. Après ce dimanche, une trêve fragile s'est installée, comme l'accalmie avant le sirocco qui ravage les oliveraies. Antoine appelait 2 fois par semaine, d'abord pour Léa, puis, timidement,
pour moi. Comment va ton jardin, demandait-il, se rappelant mes rosiers en pot sur le balcon. Je répondais poliment, distillant des miettes d'humanité pour le garder accroché. Intérieurement, je cartographiais son effondrement, l'aimais à son avocat pour contrer ma demande de pension, les nuits d'insomnie qu'il confessait en passant. Je ne dors plus, Élise. Tes yeux me hantent. Bien. Les fantômes sont les meilleurs alliés de la vengeance. Léa, quant à elle, jouait son rôle à la perfection. Elle acceptait les invitations sporadiques, un thé au centre-ville, une balade au Calanque, mais chaque rencontre était une mine. Papa, raconte-moi ta vie avec Claire. Était-ce mieux que nous? Il bafouillait, se noyant dans les détails qu'elle piégeait comme un interrogatoire de police. À la maison, elle me rapportait tout, ses tremblements, ses excuses répétées. Il craque, maman. Bientôt, il implora. Sa voix, vibrante d'une excitation presque sensuelle, me rappelait que la douleur transmise forge des lames aiguisées. Mais la nuit, seul dans mon lit aux draps usés par les ans, la psychologie de ma propre rage me rattrapait. Était-ce vraiment de la justice, ou un cycle de destruction que j'alimentais? Karim, mon psy, penché en avant dans son fauteuil élimé, m'avait mis en garde, Élise, la trahison est un traumatisme, mais la ruminer devient une addiction. Tu risques de te perdre dedans. Perdu? J'étais ancré, forgé par les marées de la trahison. Pourtant, un doute s'insinuait, et si Antoine revenait vraiment changé? Et si son retour pansait nos plaies? La réponse est venue sous forme d'un coup de fil anonyme, une voix féminine, rauque de cigarette, claire. Madame Moreau? J'ai entendu pour le retour d'Antoine. Méfiez-vous. Il n'a pas changé, il fuit toujours. Elle a ri, un son amer comme du marc trop fort. Il m'a quitté de la même façon, promesse, puis silence. Mais avec vous, c'est pire. Il veut réparer pour se racheter à lui-même. J'ai écouté, notant chaque mot dans mon carnet. Claire, l'ennemi d'hier, devenait une informatrice involontaire. Pourquoi me dire ça, ai-je demandé. Parce que les femmes comme nous se reconnaissent. Et parce qu'ils méritent de payer. Ce coup de fil a allumé la mèche. J'ai décidé d'accélérer, un dîner familial chez moi, pour son anniversaire aux 45 ans, un âge où les hommes comptent leurs rides comme des regrets. J'ai invité des amis communs, ces vieux Provençaux du quartier qui avaient feint la neutralité pendant le divorce. Viens célébrer, Antoine. Pour Léa. Il a accepté, euphorique, ignorant le piège. La soirée a été un chef-d'œuvre de tension masquée. L'appartement débordait de rires forcés, de pastis versés à flots, de la musique de Tino Rossi flottant comme un fantôme joyeux. Antoine arrivait en taxi, un cadeau maladroit à la main, un collier pour moi, perle terne symbolisant une union fanée. Pour nous, a-t-il dit, ses yeux suppliants. J'ai souri, l'embrassant sur la joue, sentant son pouce accélérer sous ma paume. Les invités arrivaient, ma voisine la gitane, un couple d'enseignants retraités, même maître Duval en civil, moustache luisante. Léa, en hôtesse accomplie, servait les apéros, son regard glissant comme une lame. Puis, au moment du gâteau une couronne provençale aux fruits confits, elle apportait le toast. À papa, qui nous a appris que l'amour est éphémère. Mais la mémoire? Elle est éternelle. Silence. Les invités ont ri nerveusement, mais Antoine s'est figé, la flamme des bougies dansant sur son visage blême. C'est alors que j'ai pris la parole, d'une voix douce comme le sirop de glucose que j'injectais à l'hôpital. Antoine, tu te souviens de la lettre? Celle où tu disais que j'étais une chaîne? J'ai sorti le papier froissé de ma poche, le dépliant lentement, comme un parchemin maudit. Les invités se taisaient, captivés par ce drame vivant. Lila, à voix haute. Pour nous tous. Il a obéi, la voix chevrotante, chaque mot un clou dans son cercueil social, étouffé. Chaîne dorée. Claire me redonne vie. Un hoquet collectif. La gitane a craché, salaud. Antoine a tenté de se défendre, c'était il y a 10 ans. J'ai changé. Mais Léa a contre-attaqué, changé? Tu as juste échangé une chaîne pour une autre. Et maintenant, tu reviens mendier. Les mots ont fusé, un barrage émotionnel, et il s'est écroulé sur une chaise, pleurant comme un enfant. Les invités, mal à l'aise, ont filé un à un, laissant un sillage de murmures. Pauvre type, elle a bien fait. Seuls, Léa et moi l'avons raccompagné à la porte. Va, Antoine.
Et n'oublie pas, les chaînes, ce sont tes mensonges. Il est parti dans la nuit, courbé, brisé. Ce soir-là, dans le miroir de la salle de bain, j'ai vu mon reflet, non plus une victime, mais une femme aux yeux d'acier. Le miroir était fissuré à un accident d'enfance de Léa, et dans les craquelures, je voyais nos futures victoires. Mais la vraie fracture, c'était la sienne. Pourtant, le doute persistait. En rangeant le collier, mes doigts ont effleuré les perles, et un sanglot m'a échappé. Vengeance ou deuil? Les deux, inextricablement mêlés, comme le vin et le sang. Les semaines suivantes ont vu Antoine sombrer plus profond, un Icare provençal aux ailes fondues par sa propre cire de mensonge. Ses appels se faisaient suppliants, entrecoupés de silences lourds. « Élise, je perds mon job. Les dettes. Aide-moi. Aide. » Le mot me faisait grincer des dents, comme un bistouri émoussé sur l'os. À l'hôpital, en suturant une plaie ouverte d'un ouvrier du port, je me disais, c'est toi que je recouds, Antoine, mais tes coupures sont internes, purulentes. Léa, maintenant en terminale, canalisait sa rage dans ses études, un mémoire sur les liaisons dangereuses de la clo, où elle disséquait la manipulation amoureuse avec une précision chirurgicale. Regarde, maman, Valmont est comme papa au charmeur, mais vide. Nous rions, mais sous le rire, une complicité presque incestueuse se tissait, un pacte mère-fille contre le monde masculin. Était-ce sain? Karim haussait les épaules lors de nos sessions, la famille est un théâtre, Élise. Tant que le rideau ne tombe pas sur vous. Mais le rideau menaçait. Un matin pluvieux, un colis est arrivé, des documents légaux, signés de la main tremblante d'Antoine, cédant tous ses biens marseillais à un appartement en copropriété au Prado, départ dans une start-up avortée. Pour Léa, écrivait-il. Et pour toi, si tu veux. Geste noble? Ou capitulation? J'ai vendu l'appartement, transformant l'argent en fonds pour les études de Léa à l'université à Paris, peut-être la Sorbonne. C'est notre revanche, lui ai-je dit, signant les chèques avec une satisfaction froide. Pourtant, la tempête intérieure grondait. Des flashbacks me hantaient, nos premiers baisers sous les platanes de la place aux Huiles, son rire résonnant dans les ruelles du panier lors de nos escapades nocturnes. Était-ce tout faux? La psychologie lacanienne que j'avais dévorée murmurait, le désir est toujours trompé. Mais savoir ne guérissait pas, ça armait. J'ai commencé un journal parallèle au carnet noir, y confessant mes faiblesses. Aujourd'hui, j'ai failli l'appeler pour lui dire que je pardonne. Folie. Claire a rappelé, cette fois pour un café au Réformé, un bistrot enfumé du Vieux-Port. Elle était vieillie, des cernes sous les yeux, mais son regard perçant comme une lame de rasoir. Il m'a supplié de témoigner pour lui, Élise. Devant un juge, pour la garde au nom, pour une visite élargie à Léa. J'ai ri, sirotant mon expresso amer. Et tu as refusé? Elle a hoché la tête. Oui. Parce que je sais ce que c'est, l'amour qui pourrit en haine. Nous avons parlé des heures, deux femmes écorchées vives, tissant une alliance inattendue. Il mérite pire, a-t-elle conclu. Pire. L'idée a germé, pas la mort, mais l'oubli social, l'exil intérieur. J'ai orchestré le coup suivant avec soin. Une soirée caritative à l'hôpital au Gala pour les enfants malades, où j'ai invité Antoine comme donateur repentant. Il est venu, costume impeccable masquant son amaigrissement, distribuant des chèques avec un sourire forcé. Léa était là, en robe de soirée, une beauté éclose qui attirait les regards. Danse avec moi, papa, a-t-elle dit, l'entraînant sur la piste. J'ai observé depuis les coulisses, un verre de champagne à la main, tandis qu'elle murmurait à son oreille, assez fort pour que les micros captent, tu sais, papa, j'ai vu t'aimer à Claire. Ce où tu disais que maman était une erreur de jeunesse. Lis-les, maintenant, pour tout le monde. Un silence de mort. Les invités, micro en main pour les enchères, ont entendu. Un brouhaha s'élève, des murmures venimeux, le salaud. Antoine, livide, tente de s'expliquer, mais Léa le lâche, le laissant seul sous les projecteurs. Les mots de ta fille te laissent sans voix, encore une fois. Il fuit, bousculant les serveuses, tandis que les applaudissements pour Léa fusent ma fille, l'héroïne inadvertue. De retour à la maison, ivre de triomphe, nous avons ouvert une bouteille de Châteauneuf du Pape. C'était pour toi, maman. Ses yeux brillaient, mais je voyais les fissures, des larmes refoulées, une fatigue au-delà de 16 ans. Et pour nous, ai-je répondu, l'étreignant. Mais dans le creux de la nuit, le miroir brisé me renvoyait une image fracturée, vengeresse ou monstre,
La ligne s'effaçait. Antoine a coupé les ponts, un mail laconique, je pars en Amérique du Sud. Adieu. Adieu. Le mot final? Non. J'ai su, par Claire, qu'il squattait un hôtel miteux à Aix, vendant ses costumes pour payer l'alcool. La tempête culminait. L'abîme s'ouvrait sous nos pieds, mais nous dansions sur le bord, Léa et moi, comme des funambules ivres devant Salins. Marseille, indifférente, continuait ses fêtes, la fête de la mer avec ses barques illuminées, les marchés aux poissons grouillant de vie brute. Antoine avait disparu, un fantôme exilé, mais son ombre planait, accusatrice. Les ragots du quartier me parvenaient par la gitane, il boit au bar de la Marine, le pauvre. Raconte à tout le monde qu'il a été maudit par les femmes. Maudit? Nous étions les parcs, filant son destin d'un fil noir. Mon travail à l'hôpital devenait une métaphore, soigner les corps pour mieux lacérer les âmes. Un patient, un vieux marin au foie ravagé, m'a prise à part un jour, fille, la mer rend ce qu'elle prend, mais tordue. Laisse-le couler. Ces mots, imprégnés d'iode et de sagesse salée, m'ont ébranlé. Karim, lors de notre session suivante, a creusé, Élise, ta vengeance est une prothèse. Sans elle, qui es-tu? Qui? Une femme de 43 ans, ridée par le soleil et les regrets, mais entière, enfin. Léa, elle, craquelait. Ses notes chutaient, ses nuits se peuplaient de cauchemars où elle hurlait des mots inaudibles. Maman, et si on a été trop loin? Un soir, après une dispute futile sur le dîner, elle a craqué, je le hais, mais il est mon père. Et toi, tu me transformes en. En quoi? Ses larmes, chaudes sur ma peau, étaient un acide. J'ai pleuré avec elle, pour la première fois depuis le départ, avouant, en monstre, peut-être. Mais en survivante, surtout. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, dévidant les fils de notre toile commune. On arrête, a-t-elle demandé. Non. Pas encore. Il fallait clore le cercle. Le retour d'Antoine a été théâtral, comme un Deus ex machina d'opéra comique. Un appel à 3 heures du matin, sa voix brisée par l'alcool, Élise. Je suis à Marseille. Devant chez toi. Laisse-moi entrer. S'il te plaît. J'ai regardé par la fenêtre, il titubait sur le trottoir, silhouette voûtée sous la lune provençale. Léa, réveillée, a murmuré, fais-le entrer. Finissons en. Je l'ai fait, le traînant dans le salon comme un paquet abandonné. Il puait le vinaigre et la défaite. Je reviens pour de bon, a-t-il bredouillé, s'effondrant sur le canapé. J'ai tout perdu. Toi, Léa, ma vie. Mais je veux réparer. Réparer. Encore. Léa est apparue en pyjama, les cheveux en bataille, une furie juvénile. Réparer? Avec quoi, papa? Tes excuses usées. Il a levé les yeux, suppliant, ma fille. Pardonne-moi. Elle s'est approchée, le dominant de sa jeunesse intacte. Les mots de ta fille te laissent sans voix depuis 10 ans. Mais écoute ça, tu n'es pas mon père. Tu es un vide, un trou noir que maman et moi avons comblé avec de la haine. Et maintenant, ce vide te dévore. Ces mots, prononcés d'une voix claire comme le cristal de roche, l'ont foudroyé. Antoine a porté les mains à sa poitrine, un râle sortant de sa gorge. Infarctus? Panique? Il s'est affaissé, les yeux vitreux. J'ai appelé les secours, mon instinct d'infirmière prenant le dessus, mais intérieurement, un triomphe froid, c'était fini. Les pompiers sont arrivés, sirène hurlant dans la nuit, emportant son corps inerte. À l'hôpital, les médecins ont stabilisé, crise cardiaque, provoquée par le stress. Il a de la chance d'être en vie, m'a dit le chef de service. Chance? Pour qui? Léa, pâle comme un linge, a murmuré à mon oreille, j'ai tué papa avec des mots. Non, ma chérie. Nous l'avons. Ensemble. L'aube s'est levée sur Marseille comme une absolution, le soleil dorant les toits ocres du panier, effaçant les ombres de la nuit. Antoine survivait, branché à des machines dans une chambre stérile de la Conception, mon domaine. Je l'ai veillé, non par amour résiduel, mais par devoir et par curiosité morbide. Son visage, ravagé par les tubes et les monitors, était un paysage lunaire de regret. Quand il s'est réveillé, ses yeux ont cherché les miens, Élise. Est-ce que j'ai mérité ça? J'ai touché sa main, froide comme un galet de plage. Oui.
mais maintenant, vis avec. Léa n'est pas venue. Je ne peux pas, maman. Pas encore. Elle s'est repliée dans ses livres, écrivant un poème rageur sur la trahison paternelle, soumis à un concours littéraire. Il a gagné, publié dans un journal local, Le Père absent, ou l'Écho des mots taisés. Les compliments pleuvaient, mais elle les balayait, c'est pour nous, pas pour la gloire. Sa résilience me stupéfiait, à 17 ans, elle était plus forte que je ne l'avais été à 33. Antoine a quitté l'hôpital une semaine plus tard, amaigri, promenant son ombre dans les couloirs. Il a signé les papiers définitifs, transfert total de biens, pension révisée à la hausse, et une lettre manuscrite pour Léa, tes mots m'ont sauvé, en me brisant. Pardonne-moi un jour. Elle l'a lu, puis brûlé dans un cendrier, les flammes dansant comme des démons joyeux. Pardonner? Jamais. Oublier? Peut-être. Ma vengeance accomplie, un vide s'est installé, pas douloureux, mais libérateur. J'ai repris le yoga sur la plage du Prado, sentant mon corps s'ouvrir comme une fleur de cactus après la sécheresse. Karim a souri lors de notre dernière session, tu as traversé l'abîme, Élise. Et tu en ressors entière. Entière. Oui. J'ai même rencontré un écrivain bourru, rencontré à une lecture de Léa, avec qui j'ai partagé un café sans chaîne ni regret. Antoine est reparti à Paris, ou ailleurs, les rumeurs parlent d'un monastère en Ardèche, cherchant la rédemption dans le silence. Claire m'a envoyé une carte, on a gagné, sœur. Gagné? Ou survécu? La distinction s'estompe dans le sel de la Méditerranée. Aujourd'hui, 1 an après ce retour fatidique, Léa et moi marchons sur la corniche, le Mistral fouettant nos cheveux. Maman, et si on recommence? Pas avec lui, mais nous. Je hoche la tête, serrant sa main. Les mots de la fille l'ont laissé sans voix, mais ils nous ont donné une voix, celle de la liberté, forgée dans le feu de la trahison. Et dans ce cri intérieur, je trouve enfin la paix, non pas le pardon, mais l'oubli choisi, comme les vagues effaçant les pas sur le sable.